Bon, vu que cette année on n'a pas pu monter les marches du Festival de Cannes, on va compenser en faisant comme Arte et en invitant un petit peu de Festival de Cannes dans la maison. Donc oui, cette année on n'a pas eu de Festival de Cannes. Ce qui est quand même très triste parce que mine de rien le Festival de Cannes, bon, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui estiment que le Festival de Cannes, c'est l'endroit où se réunissent les bobos cinéphiles, fans de cinéma d'auteur et vont trouver de temps en temps une petite perle qui va sortir du lot. Pour certains, c'est l'endroit où il y a des grands auteurs qui se réunissent et qui proposent des longs métrages d'exception. Et il y en a d'autres qui s'en foutent un peu et qui se disent peut-être que je trouverai des trucs intéressants au Festival de Cannes. Moi, je fais partie de ceux qui aiment beaucoup la compétition officielle, mais préfèrent encore plus les compétitions annexes, parce que dans les compétitions annexes, c'est là qu'on trouve des petites perles, des films qui sortent du lot, des jeunes cinéastes en devenir, et des auteurs qui veulent simplement faire un petit tour à Cannes et qui n'ont pas envie forcément de passer par la case compétition officielle et qui du coup vont à la quinzaine ou à un certain regard et pop leur long métrage comme ça, et ça fait toujours plaisir. Et mine de rien, dans ces catégories annexes, il y a parfois aussi des jeunes réalisateurs qui ont été révélés. Je pense forcément à Xavier Dolan, qui a quand même été révélé grâce à la catégorie Un certain regard, qui lui a permis de présenter J'ai tué ma mère, et quasiment ensuite tous ses autres films ont été présentés en compétition à Cannes. Ce qui démontre que, voilà, dans les compétitions annexes, il y a des jeunes auteurs en devenir qui peuvent proposer des longs métrages d'exception. Au-delà de ça, c'est forcément triste cette année de ne pas avoir eu de Festival de Cannes, et donc du coup je me suis dit, allez, on va essayer d'amener un petit peu de Festival de Cannes à la maison, un petit peu comme a fait Arte, et je vais vous conseiller 5 palmes d'or, qui pour moi sont des palmes d'or très largement méritées et que encore aujourd'hui on ne remet pas du tout en cause. Parce que il y a certaines palmes d'or, les gens sont vraiment divisés, ou certains disent c'est largement mérité ou pas du tout. Dernièrement, les grosses palmes d'or qui ont fait polémique, c'était celle de Tim Burton, Uncle Bull Me, et celle de Robert De Niro, The Tree of Life. Il y en a eu d'autres, bien évidemment, mais les deux qui me reviennent en tête dernièrement, qui ont été très critiquées, c'est celle-là. Dans une autre mesure, il y a Dipan, le film de Jacques Audiard, sur lequel voilà, tout le monde n'est pas tombé d'accord en disant c'est une palme d'or méritée, mais on trouvait au moins que c'était un film assez imposant pour que derrière on se dise c'est une palme d'or qui vaut le coup. Et à côté, donc, j'ai réussi à choper 5 palmes d'or, un petit peu réparties dans le temps, quoique souvent basées dans les années 80, 90 et 2000, qui sont pour moi des palmes d'or que l'on ne peut pas remettre en cause, parce que ce sont des palmes d'or qui sont méritées, qui ont consacré des auteurs qui ont fait des œuvres majeures, et parfois même, pour vous dire à quel point c'est mérité, ce sont des palmes d'or qui ont à côté remporté en plus un autre prix. Un prix d'interprétation, un prix du scénario, un prix de la mise en scène, mais à chaque fois ce sont des œuvres qui ont été tellement fortes et tellement impactantes à Cannes qu'elles ne sont quasiment pas reparties avec un seul prix. Elles ont eu au moins un autre prix à côté, ou quand c'est pas un autre prix à côté, les gens se sont dit ça aurait pu avoir un autre prix à côté. Donc ne perdons pas plus de temps et lançons-nous tout de suite dans le bain. La première œuvre dont je vais vous parler, c'est un de ces rares films qui au Festival de Cannes a non seulement remporté la Palme d'Or, mais ça a en plus permis de raboter 2 autres prix, le prix de la mise en scène et le prix d'interprétation masculine, et il s'agit de Barton Fink des frères Coen. Barton Fink est une œuvre que j'estime extrêmement majeure dans l'histoire du cinéma parce que, au-delà d'être un grand long métrage des frères Coen, les frères Coen n'ont quasiment fait que des grands longs métrages, sauf ceux qui s'obstineront à dire que Lady Killers est pas fou, que Burn After Reading c'est une bonne pantalonnade et que Serious Man ça n'a pas de profondeur. Essayez de regarder un petit peu plus loin que la surface du long métrage. Mais en tout cas, Barton Fink, c'est un film qui est profondément méta, puisqu'on raconte l'histoire d'un auteur de pièces de théâtre qui a sa dernière pièce qui est tellement populaire qu'on lui propose d'aller écrire des scénarios à Hollywood. Voilà, je pense que là-dessus, niveau méta, on est quand même sur un petit niveau. Mais en tout cas, les frères Coen, c'est assez impressionnant parce qu'à chaque fois qu'ils passent à Cannes, s'ils ne remportent pas un prix, ils arrivent quand même à s'imposer et à marquer les esprits. Et moi, je trouve ça assez saisissant de voir des auteurs avoir un tel impact. C'est-à-dire que on les compte sur les doigts d'une main, les auteurs qui réellement à Cannes ont un vrai impact. Il y a ceux qui reviennent chaque année, les Michael Haneke et toute la petite bande, mais il y a rarement des auteurs qui arrivent à chaque œuvre à placer la barre tellement haut que tu sais qu'ils vont repartir avec un prix, ou s'ils ne repartent pas avec un prix, que leur passage à Cannes va être marqué. Il y a les frères Coen, il y a Pedro Almodovar,
Dans une autre mesure, il y a Terrence Malick aussi. Il y a Tarantino, bien évidemment, parce que Tarantino, lorsqu'il passe à Cannes, ça n'est pas inaperçu. Mais en tout cas, les frères Coen avec Barton Fink, ils ont vraiment livré une œuvre que j'estime être majeure. Et personnellement, j'ai mon petit classement dans un coin dans ma tête des films des frères Coen. Le premier restant No Country for Old Men parce que j'aime beaucoup No Country for Old Men. Il y a également Fargo et il y a Barton Fink. Barton Fink, c'est une œuvre que j'ai découvert assez jeune, si j'ai bonne mémoire. C'est un des premiers films des frères Coen d'ailleurs que j'ai dû regarder. Et vraiment, je me rappelle avoir été marqué par la prestation de John Turturro. Bien évidemment, celle de John Goodman, mais John Goodman joue toujours très bien entre les mains des frères Coen. Mais ici, vraiment, on est sur un film où Turturro a rarement été aussi bon et où les frères Coen ont rarement été aussi méta. C'est-à-dire qu'il y a toujours un petit peu de profondeur sur le Hollywood de l'époque dans leurs films, mais dans Barton Fink, c'est plus que de la profondeur, c'est littéralement présent à l'écran à chaque seconde. Le contexte dans lequel Barton Fink évolue, les années 40, la manière avec laquelle il se concentre sur son travail, la manière avec laquelle il est un petit peu timide, la posture qu'il a, ça fait beaucoup penser d'ailleurs à Ethan Coen. Et mine de rien, je trouve que c'est l'un de leurs films les plus intéressants à analyser. C'est-à-dire qu'il y a certains des films des frères Coen, ils sont bien regardés, on se marre bien. Il y a d'autres films, ils sont intenses, ils sont profonds. Et il y a d'autres films des frères Coen qui sont réellement des objets d'analyse qui perdurent au fur et à mesure des générations, que chacun a envie de réanalyser en fonction de l'époque dans laquelle on vit, en fonction du contexte dans lequel on est. Et Barton Fink, c'est une des œuvres les plus profondes qu'ils ont réussi à mettre en place. Et pour moi, c'est une palme d'or qui est plus que méritée. C'est une palme d'or qui est confondante de justesse. La deuxième palme d'or dont je vais vous parler, à l'époque, a été très critiquée. Aujourd'hui, unanimement, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une palme d'or qui est largement méritée. Mais à l'époque, il y a beaucoup de gens qui se posaient la question de la légitimité parce que, mine de rien, lorsque Sailor et Lula a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes, David Lynch, à l'époque, avait eu un impact sur la pop culture et sur certaines mentalités, mais n'avait pas réussi forcément toujours à s'imposer auprès de ses pairs. Et avec Sailor et Lula, il a voulu livrer une œuvre qui soit en même temps la synthèse de son cinéma et en même temps un film un peu plus sage par rapport à ce qu'il a fait. Parce que de la part de l'auteur de Blue Velvet, de Elephant Man et de certains autres films encore plus perchés d'ailleurs, mine de rien, Sailor et Lula est assez calme. Ça raconte juste l'évasion d'un couple et la seule question que pose le métrage, c'est est-ce que leur amour arrivera à triompher de la fatalité du monde? Ce qui est une réflexion très simple. Mais dans le cinéma de David Lynch, c'est assez surprenant de voir un film qui soit, entre guillemets, aussi calme. Parce que David Lynch, c'est quand même un mec, si vous le connaissez un peu, il a un sacré univers. Faut regarder Twin Peaks, on n'est pas sur un truc posé, on est sur un truc qui est quand même assez hardcore et qui demande parfois un petit peu de recul parce que on pourrait presque se dire que c'est les feux de l'amour avec un petit peu de fantastique dedans. On regarde Blue Velvet, c'est quand même assez barré, c'est quand même assez perché. Même dernièrement, on regarde Inland Empire ou Lost in Highway. Enfin, ce sont des films qui ont une ambiance tellement parfois glauque, malsaine ou bizarre qu'on peut être rebuté par les œuvres de David Lynch. Et Sailor et Lula est quand même extrêmement calme, je trouve. Extrêmement posé et cherche à faire une ambiance beaucoup plus romantique. Un petit peu par moments frissonnante et badante, mais sur l'ensemble, on reste sur une œuvre qui a envie de se poser, de nous faire ressentir des émotions plus simples. Et c'est ça, en fait, moi, qui a réussi à me conquérir à l'époque. Je crois que c'est un des premiers films de David Lynch que j'ai vu, en plus Sailor et Lola, bien avant que je vois d'autres longs métrages du cinéaste, parce que j'ai essayé d'explorer sa filmographie et j'ai encore du mal à explorer pleinement sa filmographie. Mais David Lynch, au travers de ce film, je trouve qu'il a réussi à trouver le juste milieu entre maître de son univers et trouver des thématiques qui touchent un peu le grand public. Ce qui fait que, même si aujourd'hui c'est pas son film le plus connu, si vous ne connaissez pas David Lynch et que vous avez envie de vous lancer dans sa filmo, franchement, Sailor et Lula, c'est le plus accessible. Parce que déjà, Laura Dern et Nicolas Cage sont extraordinaires en tête d'affiche. Et au-delà de ça, sa mise en scène est perchée, mais pas trop. Les émotions et les sensations que l'on ressent devant l'œuvre sont naturelles et non pas trop trafiquées comme c'est souvent le cas dans le cinéma de Lynch. Et moi, je trouve ce film assez saisissant. Bien plus saisissant d'ailleurs que Mulholland Drive, même si Mulholland Drive est un grand film. Je trouve que Sailor et Lula est une œuvre beaucoup plus maîtrisée, beaucoup moins barrée. Et c'est peut-être ça qui fait que c'est une œuvre qui arrive à emporter le public.
et qui à l'époque peut-être a été critiqué parce que dans la tête des gens c'était trop simple pour du David Lynch, mais au fil du temps, les esprits se sont dit peut-être que c'est simple parce que David Lynch avait envie de nous marquer. Et je pense que c'est ça qui fait que Sailor et Lula est une palme d'or largement méritée pour David Lynch. Le troisième film dont je vais vous parler, c'est une palme d'or que je trouve assez géniale. Parce qu'en 89, il y a un jeune cinéaste qui a débarqué à Cannes et qui a proposé son premier long métrage. Ce jeune cinéaste s'appelait Steven Soderbergh et son premier long métrage c'était Sexe, mensonges et vidéo. Ce premier long métrage n'a pas eu la caméra d'or comme beaucoup de premiers longs métrages non. Il a eu la palme d'or directement. Comme si dans la tête des membres du jury, c'était évident que Steven Soderbergh devait repartir avec le prix ultime dès son premier long métrage. C'est une histoire très simple en plus, Sexe, mensonges et vidéo. C'est l'histoire d'un mec qui collectionne des interviews de femmes qui parlent de leurs ébats sexuels et il va retrouver un vieux pote dans sa ville natale et il va rencontrer sa femme et vous imaginez bien, vu ce qu'il fait, ça va rapidement partir en cacahuète. Le film est assez fou parce que je l'ai vu 2 fois et le film m'a profondément marqué, c'est-à-dire que j'ai toujours été fasciné par le cinéma de Soderbergh. Je trouve que c'est un metteur en scène qui a du génie dans chaque plan qu'il cherche à concevoir. C'est un esthéticien de brio, c'est un mec qui est capable de transformer quelque chose qui pourrait sembler très anecdotique comme The Girlfriend Experience en une œuvre cinématographique qui passe son temps à se dire fais-en un tout petit film à petit budget et essaye de voir si tu peux faire des choses avec une caméra de merde. Et c'est un cinéaste que je trouve extraordinaire. Il a toujours cherché à expérimenter, il a toujours cherché à pousser le cinéma dans ses retranchements. Et même lorsqu'il a annoncé sa fameuse retraite, ça se voyait à 10 km qu'il ne pourrait pas s'arrêter là et qu'il allait continuer. Et dans Sexe, mensonges et vidéo, il y a déjà tout ça. Il y a un contexte temporel qui fait que ça pose les bonnes questions avec le fait que ça mette en relief le cinéma et l'arrivée de la VHS. Il y a cette idée de jouer sur la tromperie, sur l'ambivalence d'un couple, sur quelque chose de très pervers et en même temps de très simple. Et moi, c'est ça qui m'a marqué dans Sexe, mensonges et vidéo. C'est que c'est pas juste un film dans lequel Steven Soderbergh a voulu mettre beaucoup d'esthétisme et se dire « allez, on tape dans un petit prix de la mise en scène et basta cosy ». Il a vraiment voulu mettre tellement de choses, tellement de puissance, tellement à la fois d'esthétique et de réflexion dans l'écriture que du coup on est scotché du début à la fin. Je crois d'ailleurs que c'est un des rares films où Steven Soderbergh a composé l'écriture parce que sinon Soderbergh c'est un metteur en scène. Il écrit rarement ses films, il monte ses films sous un pseudo, parfois il produit ses films sous un pseudo, parfois il fait les costumes sous un pseudo, c'est un mec touche à tout mais il veut un peu le cacher. Parce qu'il n'a pas envie non plus qu'on lui octroie tous les lauriers. Mais c'est un génie, clairement, Steven Soderbergh. C'est un génie qui, malheureusement, n'est pas assez reconnu par la plupart des gens, ce que je trouve dommage. Parce que dans Sexe, mensonges et vidéo, c'est l'une des fois où j'ai regardé une palme d'or qui, entre guillemets, est vraiment catégorisée auteur. Et je me suis dit, c'est hyper ambitieux, c'est hyper puissant. Et ça me fait quelque chose de voir un film comme ça. Et encore aujourd'hui, lorsque je repense à Sexe, mensonges et vidéo, je me dis waouh, il a quand même réussi à l'époque à faire un truc de dingue. Et il a réussi à être l'un des plus jeunes cinéastes à repartir avec une palme d'or. Et en plus, qui plus est, faut le redire, du premier coup. Ce qui est quand même génial. La 4e palme d'or dont je vais vous parler est une palme d'or que je pense beaucoup d'entre vous connaissent. C'est une... comment dire? J'ai envie de l'appeler la palme d'or scolaire. Parce que c'est une palme d'or qui passe généralement souvent dans collège au cinéma ou dans lycée au cinéma. Et on l'étudie souvent en cours de français et d'analyse cinématographique parce que c'est une œuvre qui porte à l'interprétation. Peut-être moins aujourd'hui, mais je sais que quand j'étais jeune, c'était une œuvre qui était quand même bien ancrée dans les mentalités. Et ça reste quand même une palme d'or extraordinaire, celle de Elephant de Gus Van Sant, parce que c'est une palme d'or très critique, c'est une palme d'or qui fait froid dans le dos, c'est une palme d'or qui est viscérale, c'est une palme d'or qui est courte, je crois que le film fait à peine 1h30 si j'ai bonne mémoire, et c'est une palme d'or qui n'avait aucun gros acteur en tête d'affiche. C'était que des jeunes, et ils sont tous impressionnants. Et encore aujourd'hui, je pense qu'Elephant est une des palmes d'or les plus justes et les plus méritées de l'histoire du Festival de Cannes. C'est une palme d'or devant laquelle on est constamment figé, fasciné. Il y a presque un effet pervers qui se met en place tellement on la trouve juste et tellement on la trouve imposante. Et c'est glaçant d'effroi.
L'ambiance est maîtrisée de bout en bout. C'est un film très critique par rapport à l'époque dans laquelle le film se passait et à l'époque à laquelle le film est sorti. Parce que ça parle des tueries, et les tueries, malheureusement, si vous suivez encore l'actualité, il y en a eu il n'y a pas longtemps aux États-Unis et il y en a beaucoup trop régulièrement. Et au-delà de ça, c'est un film qui parle avec beaucoup de justesse de la jeunesse américaine. Et Gus Van Sant a toujours beaucoup aimé parler de la jeunesse américaine. Il n'a pas toujours réussi à le faire de manière subtile, mais il a toujours cherché à traiter ça au travers de son cinéma en amenant des thématiques, en amenant des personnages, en amenant des réflexions qui soient quand même assez bien ancrées dans les mentalités de la jeunesse pour réussir à transmettre des émotions. Et je trouve qu'ici, il a réussi à être à la fois brutal et en même temps très doux. C'est-à-dire que, ok, il y a les deux jeunes qui sont des ordures finies et qui sont complètement détruits par le système américain, mais à côté, il y a tout ce petit microcosme qui se met en place, il y a tous ces petits personnages, presque ces aspects parfois romantiques qui arrivent et qui nous rendent encore plus tristes parce qu'on se dit, ouais, merde quoi. Et c'est ce sentiment qui reste à la fin, c'est merde quoi. C'est un film qui joue très très bien avec sa construction et sa mise en tension et qui, lorsqu'il arrive dans son dénouement, nous terrifie quoi. Et moi je trouve ça assez fascinant de se dire que oui, je pense que ce film mérite vraiment son côté Palme d'Or scolaire parce que c'est un vrai objet d'analyse, pas trop compliqué pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, mais pourtant ça marque les esprits. Et c'est peut-être ça qu'il faut des fois pour qu'une Palme d'Or soit marquante, qu'elle marque les esprits, qu'elle soit juste, qu'elle soit forte, qu'elle soit impactante, qu'il n'y ait pas trop de gros acteurs pour éviter qu'on se sente que là-dessus. Et voilà, c'est peut-être ça le brio d'éléphant de Gus Van Sant, c'est d'être simple, mais d'être clair dans sa composition. Bon, et puis la dernière Palme d'Or, vous la connaissez tous, mais j'avais envie de la caler parce que j'ai dit que cette vidéo, c'était les 5 Palmes d'Or que j'estimais les plus méritées. Et l'une des plus méritées ever, c'est clairement celle de Taxi Driver de Martin Scorsese. Parce que Taxi Driver, c'est un film génial, c'est un film puissant, c'est un film qui retourne l'esprit, c'est un film qui encore aujourd'hui a beaucoup trop de corrélations avec l'époque dans laquelle nous vivons. Et c'est un film qui est juste maîtrisé de bout en bout, que ce soit l'interprétation de Robert De Niro, que ce soit la subtilité et l'élégance de la mise en scène de ce cher Martin Scorsese, que ce soit la dureté de son message, mais en même temps l'évocation profonde de l'Amérique, le message perdure encore aujourd'hui malheureusement. Et mine de rien, faut quand même se remettre dans l'époque, c'était, si j'ai bonne mémoire, que je vous dise pas de bêtises, le 5e long métrage seulement de Martin Scorsese. Et pour un 5e long métrage, c'est vraiment maîtrisé de bout en bout, que ce soit l'esthétique, que ce soit le montage, que ce soit le travail de l'écriture, que ce soit les acteurs. Moi j'aime beaucoup encore une fois le fait que Paul Schrader, ça soit un cinéaste qui ait toujours aimé ce côté très controverse, et encore aujourd'hui dans les films qu'il réalise maintenant, il cherche à amener un côté très controverse, très critique, profondément ancré dans les mentalités, presque satirique par instant. Le fait que Scorsese, il ait ce côté un peu brutal, brut de décoffrage et souvent assez direct avec le spectateur fait qu'on est marqué. Et le fait que Robert De Niro soit complètement possédé par le personnage, comme c'est souvent le cas, voire même toujours le cas avec Robert De Niro, même quand il joue les papis pervers avec Zac Efron, ça reste quand même bizarre. Enfin bref, il est toujours possédé et là, il est vraiment complètement halluciné, quoi. C'est un film qui est rare, en fait, Taxi Driver. C'est-à-dire, même aujourd'hui, c'est un film qu'il serait compliqué d'imaginer être mis en place à Hollywood. Et à l'époque, c'était logique de faire des films comme ça. Et c'est ça, moi, que j'ai envie de garder. C'est juste que Taxi Driver, à l'époque, on ne s'est pas posé la question de la controverse, on ne s'est pas posé la question de est-ce que le film va choquer, etc. On s'est juste dit, c'est logique de faire un film sur ce genre de thématique, c'est logique de l'amener ainsi, et c'est logique que le spectateur se pose ces questions-là à ce moment-là. Et c'est pour ça que je pense que Taxi Driver de Martin Scorsese est une des Palmes d'Or les plus méritées de toute l'histoire du Festival de Cannes. Et bien voilà. On est arrivé au bout. J'espère que j'aurai réussi à au moins vous faire découvrir une ou deux Palmes d'Or. Ça m'étonnerait parce que ces Palmes d'Or sont quand même assez populaires. Pas forcément autant qu'elles le mériteraient, je pense à Sex, Mensonges et Vidéo ou Sailor et Lula, mais ce sont des Palmes d'Or qui sont imposantes, fascinantes et surtout qui sont toutes méritées. J'estime vraiment qu'elles sont méritées et qu'elles n'auraient pas pu être données à quelqu'un d'autre à ce moment-là. Que les films que j'ai cités avant, ils ont tous eu la Palme d'Or pour une raison temporelle, pour une raison artistique et pour une raison logique.
N'hésitez pas dans les commentaires à me mettre d'autres palmes d'or que vous estimez être confondantes de justesse et que ça n'aurait pas été possible de la donner à quelqu'un d'autre. Et si vous voulez rattraper des injustices aussi, amusez-vous à faire ça dans les commentaires. Je crois qu'on a tous toujours eu à un moment envie de rattraper une injustice faite au Festival de Cannes et une palme d'or qui n'a pas été donnée au bon long métrage. Et d'ici là, je vais vous dire de continuer à regarder des films parce que c'est bien de regarder des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Et qui sait, le prochain Festival de Cannes, on verra bien ce qu'il y aura, mais je pense qu'il y aura du très beau monde. Oh oui, du très beau monde.